Tout commence en 1998. Plus précisément, en juillet 1998. Après être sorti d'une séance de cinéma, ayant vu le masque de Zorro, la famille Wayne tourne dans une ruelle et connaît là un destin tragique. Le père, Thomas, est assassiné. Sa femme également. Et leur dernier fils, Bruce. Alors, âgé seulement de 8 ans, regarde son meurtrier et finalement se fait ôter la vie. Ces 3 meurtres sont le point de départ de notre chronique de jeu de rôle basée sur le jeu Gotham City Chronicles. Ce jeu de rôle part de ce principe que Bruce Wayne est mort en même temps que ses parents. Bien sûr, les conséquences de cette mort seront traitées au fur et à mesure par les joueurs. Mais il est important pour moi, notamment parce que cette première saison n'a pas été enregistrée dans les conditions d'un live, de vous faire une espèce de présentation résumée de ce qui s'est passé avant, ainsi que les personnages que vous allez pouvoir observer. Parmi ces personnages, je tiens à dire que certains joueurs ont quitté l'aventure au cours de la saison 1, et que un seul a aujourd'hui donné l'autorisation d'une utilisation de son personnage. Celui-ci sera précisé à ce moment-là. Le premier personnage qui va nous intéresser est Leslie Brunswick, dite Les, une gamine des rues. Elle a grandi dans le quartier des Narrows, qui est plus ou moins la cuvette de Gotham. La cuvette, dans cette circonstance, c'est ce qui sert une fois qu'on a tiré la chasse. Et pour le coup, c'est son père qui a coulé. Il a disparu, un soir, il y a près de 6 ans, et depuis les chances de le revoir nécessiteraient de faire des cours de plongée. Sa mère n'a jamais vraiment été présente. En même temps, élever seule une petite tignasse nécessitait un nombre de boulots qui la faisait quitter l'appartement à 6 heures pour rentrer vers 22h30. Ses années à l'école furent spéciales, une manière de dire qu'elle n'y a pas passé beaucoup de temps. Son absence fut résolue au cours d'un conseil de discipline, auquel bien sûr elle n'assista pas. Et à partir de là, commencera une petite carrière de graphiste et d'escalade sur les toits pour essayer d'échapper à ce qui se passe en bas. Vandalisme, destruction de biens, une petite carrière dans le milieu de la rue avant de se faire choper par un bleu. Le salaud n'a pas supporté que Leslie écrase son pied et elle l'a frappé dans l'estomac. Quand il l'a finalement rattrapé, il l'a emmené directement dans le bureau du procureur, Arthur Reeves, dont nous reparlerons après. La rencontre avec Arthur Reeves lui a fait l'effet d'une bombe de lac qui se tenait avec du déodorant et un aftershave immonde, et sans doute du prix de son appartement. Il lui a fait une proposition qui pouvait difficilement se refuser. Elle devait intégrer la Gotham Help Society et y travailler comme intérêt général. Officiellement pour y servir des petits fours et sans doute serrer des mains, officieusement pour surveiller un membre de cette société, William Wayne, un autre assistant procureur gratte-papier, et remonter à Arthur tous les faits et gestes de William. Si elle refusait, étant mineure, ce serait sa mère qui payerait l'addition, et finirait sans doute par passer en prison. Le deuxième personnage s'appelle Richard Organ. Il est né au sein d'une petite famille de la bourgeoisie gothamite. Famille parente des Arkham, il s'agissait d'une lignée mineure remontant aux origines des 2 familles, la deuxième ayant vécu une dérivation pour donner le nom couramment employé aujourd'hui. La famille Orgam, en tant que branche mineure, était bien moins fortunée, mais il n'en demeura pas moins que Richard reçut tout ce qu'il pouvait avoir comme apport d'une grande éducation. Malgré son intelligence, les carcans des cours n'étaient pas pour lui. Le reste de la population lui paraissait parfois si éloigné de ses préoccupations. Mais quelles étaient-elles ? Eh bien, celles des inclinaisons de sa mère, qui vivait dans l'idéal d'une bourgeoisie haute, veuve des coups de la vie. Elle traînait dans les cercles au-dessus qui lui renvoyaient son aspect de parvenu, sa fragilité d'éducation. Richard fut le bon fils attendu, mais gardait cette morgue habituelle vis-à-vis de la haute société. En étant plus bas qu'eux, il voyait les limites de leur existence, la vacuité de leurs attentes. Mais l'approche de ses 10 ans marqua le démarrage d'un problème bien plus grand. Sa mère développa une véritable crise de folie passagère qui la fit sortir dans la rue pour tenter d'agresser des gens à l'aide d'une hache. Elle ne fit aucune victime, mais on envisagea un temps son internement. Si elle avait toujours été particulière, cette ambiance nouvelle et ses crises de schizophrénie posaient souci. Pourquoi aussi tardivement ? Richard fit un séjour en centre d'accueil. L'état de sa mère continuait à se détériorer, mais elle demeurait libre grâce à un certain soutien de la famille Arkham. Il commença à étudier l'informatique,
notamment le réseau Internet. Cette nouvelle technologie lui ouvrirait, s'il la maîtrisait, les portes d'un nouveau potentiel. Ce réseau récent, mystérieux, exerçait une sorte de fascination et un moyen de se réfugier dans un espace virtuel. Il sortit de l'université et fut immédiatement embauché par Wayne Enterprise pour mettre en place le réseau au sein de l'entreprise. Gérer le réseau informatique complet de la tour Wayne, c'était gérer le réseau complet de la ville. L'état de sa mère empirait. Elle traçait dans la petite cellule VIP des cercles ésotériques, délirait dans des langues inconnues. Richard parvenait à dissimuler toujours les choses, mais finalement, il ressentit une forme de culpabilité lorsque sa mère décéda. Avait-il seulement fait ce qu'il fallait? Et comment expliquer son état? Il se noya dans le travail, jusqu'à un jour, quelques semaines avant le début de notre histoire. Un échange de mails parasites entre deux ordinateurs avait bloqué un pan entier du serveur. Le code présent dans le mail ne ressemblait à rien de connu. Et voilà qu'en y regardant de plus près, quelque chose apparut dans l'écran. Il s'agissait d'un cercle, le même genre de symbole que sa mère traçait. Mettant ça sur le travail, il rentra chez lui. Dorénavant, il restait plus sensible à ce qu'il voyait, et observait que parfois, dans le coin de son écran, ou sur certains moniteurs, il voyait apparaître des lignes de code et des formes géométriques. Commençait-il à souffrir des mêmes troubles que sa mère? Y avait-il quelque chose à Wayne Enterprise qui s'avérait plus compliqué? Le nouveau personnage qui nous intéresse maintenant est Antonio Falcone. Antonio est le neveu de Carmine, le parrain de la pègre locale. Il vécut, une sorte de jeunesse dorée, mais le nom de famille Falcone est un nom difficile à porter. Et ses deux parents furent assassinés de manière caractéristique quand il était plus jeune. Carmine recueillit son neveu, lui offrant tout ce qu'il pouvait espérer. Il passa ses études dans les plus prestigieux lycées de la ville et finit par intégrer l'université dans une fac de mathématiques qu'il ne trouvait pas vraiment intéressant. Occupant ses journées à traverser le campus de part en part et vendre de la drogue aux autres étudiants, il essayait de faire un petit business. Le fait est que quelque chose n'allait pas pour Antonio. Peut-être son passé, peut-être ce monde criminel qu'il côtoyait, mais il sentait qu'il y avait comme un vide en lui. Le meurtrier de ses parents, lui, n'avait jamais été identifié. Et il rejoint le groupe de parole de la Gotham Help Society, dans l'espoir à la fois de glaner des informations et aussi d'espérer avoir une oreille compatissante qui ignorerait d'où il vient et qui il est. Notre nouveau personnage s'appelle William. Bien sûr, le prénom de William est un prénom assez commun. Le vrai problème de William était son nom de famille. En effet, il était un Wayne. Neveu de Thomas Wayne, William a grandi avec un père qui était un grand de ce monde, une figure people, mais qui était aussi loin de rivaliser avec l'image de son frère aîné qui était le vrai talent de la famille. À la mort de ce côté-ci, le père avait déjà une mauvaise réputation que l'oncle arrivait à nettoyer avec de l'argent. Endetté, son train de vie dispendieux et ses prêts à des personnes peu recommandables ont coûté la vie de sa mère. À cause de ces actions, l'entreprise familiale Wayne Enterprise est revenue entièrement au conseil d'administration. Le manoir fut perdu officiellement. Officieusement, il appartenait à quelqu'un que Thomas avait désigné comme héritier testamentaire, mais ce n'était pas son jeune frère. Celui-ci disparut, et William se retrouva seul. Avec le peu d'argent que son père avait mis de côté, il parvint à faire des études. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, après des études de droit assez fructueuses, il parvint à s'en sortir. Il rejoint la Gotham Help Society pour à la fois parler de sa mère, honorer son oncle et redorer un peu l'image de son père. Il devint même le procureur adjoint de Jill Colson. Et avec son collègue Harvey Dent, ils commencèrent à travailler pour essayer de faire payer ceux qui le doivent de la manière légale. Mais son supérieur le faisait peu à peu penser à son père, et il voyait de plus en plus de preuves disparaître, des vices de procédure avoir lieu, des enquêtes se terminer que pour condamner de pauvres gens à payer pour un système. Mais que faire?
Surtout que, peu de temps avant qu'il reprenne les choses, un homme était venu sonner à sa porte. Il avait l'air musclé, dangereux, et surtout il lui demandait de fournir un dossier, et qu'il reviendrait sous 8 jours. Ce dossier, c'était une inculpation pour Vittorio Maroni, le cadet de la famille rivale des Falcone. Il rappela combien devait son père, la dette qui devait être remboursée, et qui avait bien plus de zéros qu'on ne pouvait l'imaginer. Il faudrait bientôt prendre une décision, car l'heure tourne. Le dernier personnage, Phoebe Kane, est une nièce de Martha Wayne. Par son nom de famille, sa naissance et son héritage, elle était destinée à devenir le symbole de la future haute société de Gotham. L'union de sa famille et celle des Wayne entérina la puissance économique et publique de ces deux plus grandes familles, et la naissance de son cousin Bruce fut vécue comme celle d'un prince de conte de fées. Le petit prince de Gotham grandit, et il représenta ce doux moment d'enfance et d'insouciance. L'oncle de Phoebe l'inspira même dans la carrière de médecin, et lors de son tragique décès, cette envie se mua en désir. Son père, Andreas Kane, est le membre le plus haut du conseil d'administration de Wayne Enterprise. Sa mère, elle, est plus une sorte de femme au foyer, desperate housewife qui gère l'aspect social de la famille. À la mort de sa sœur, Andreas a cherché à protéger les fondations de la famille Kane, jouant sur le tableau de la famille déchirée. Son autre oncle, le frère de Thomas, donc oncle par alliance, fit lui des choix désastreux, et sa gestion catastrophique signa la fin de la famille Wayne. Les deux familles se séparèrent. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des parias, et le manoir Wayne reste fermé et inaccessible. Pour Phoebe Kane, les choses prirent une tournure différente. Révoltée par l'injustice qui avait coûté la vie de son oncle, de sa tante et de son cousin, elle décida d'endosser une nouvelle identité, et ainsi, dissimulée sous des traits particuliers, elle irait combattre le crime où il se trouvait, histoire que jamais ne se reproduise le meurtre des Wayne. Le personnage que vous ne reverrez qu'occasionnellement est Kwame Masterson. Kwame est un soldat qui fut déployé en Afghanistan. La particularité de Kwame, en plus d'aujourd'hui exercer le travail de journaliste, est qu'il n'est pas revenu qu'avec des traumatismes de la guerre. En effet, dans les sables d'Afghanistan, il est tombé sur un objet particulier, un casque. Sans le savoir, ce casque allait faire de lui quelqu'un de différent, mais surtout allait avoir une volonté d'arriver sur la cité de Gotham. Car il y a un autre personnage qui vint pratiquer la magie, c'est jongler avec des tronçonneuses pendant qu'on fume une allumette en se faisant un shampoing à l'essence. Ce proverbe pourrait résumer la vie de Micah. Né à Newcastle, en Angleterre, dans les milieux populaires, il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités. Dealer, voler, faire du sport de pauvre, pratiquer de la musique, c'est-à-dire taper sur des poubelles en faisant de la batterie, ou de la flûte à bec, et pour les plus riches, une guitare volée dans le cagibi du prof de musique. Micah se tourna vers un mélange savant de ce genre. Durant les 14 premières années de sa vie, il erra sur les docks et s'amusa à taper dans quelques petits coups, balançant des coups de pied dans les conventions aux grandes dames de ses professeurs qui lui espéraient un avenir. Son existence changea du tout au tout lors de la découverte d'un coin caché et d'un bloc-notes qui l'attira irrémédiablement. Sur les pages noircies de symboles et de cercles, Micah vit un pattern, une voix qui s'exprimait par l'image. Avec sa bande de copains, d'autres paumaient à l'odeur du bitume, ils commencèrent à jouer aux apprentis sorciers, voir des réponses de contrôle de maths, espionner l'appartement de Madame Doherty pendant qu'elle se changeait, et puis faire disparaître quelques livres de la caisse du libraire. Rarement Drogue avait à ce point agi aussi vite dans les esprits ouverts à son influence. Micah sentait bien que quelque chose l'appelait dans ce déluge d'ivresse, et il avait l'impression d'avoir le contrôle sur sa putain d'existence. Tout bascula lorsque Joshua amena un nouveau grimoire. Les pages jaunies sentaient la nicotine, mais les tracés étaient plus étranges que le reste. Le contact avec le papier lui donna des visions étranges. De tant d'époques que le mal de crâne le fit tomber dans les pommes. Prenant cet avertissement pour un signe d'intérêt, ses camarades utilisèrent le grimoire pendant que Michael bavait sur le sol les yeux révulsés. C'est qu'ils appelèrent ce jour-là changea la vie de Micah, définitivement.
À son réveil dans une chambre d'hôpital, Micah se grattait les yeux. Quelque chose d'étrange semblait courir sous sa peau. La texture même de chaque chose qu'il touchait semblait devenir friable. D'un miroir situé de l'autre côté, il vit un autre visage, une femme au teint de bronze, divine, avec à ses côtés un sceptre doré. Elle régnait sur une terre d'or et de sable. Les esprits se mélangèrent, des périodes grises, sombres, et toujours l'impression d'une ombre qui la pourchassait. Là. Les idées et pensées lui donnèrent le plus grand mal de crâne de sa vie. L'hôpital était vide, les rues également. Le monde était rempli de silence. Arrivé chez lui, la porte était ouverte. Il sentit le vomi monter lorsqu'il aperçut ce qu'il restait de sa famille. Ils avaient été tués, d'une manière que l'horreur faisait résonner avec l'incongruité de la méthode. Pendant que sa mère ne faisait plus qu'un avec le mur, ayant fusionné avec lui, son père avait été fondu, ne restant de lui que des morceaux qui continuaient de s'agiter. Joshua était là. Ce petit merdeux souriait, mais c'était autre chose derrière ses œufs. Il leva la main et prononça les paroles d'un autre temps avant de disparaître. Un type à l'odeur de clope froide, de bière finie à la pisse, et à la coupe qui flirtait avec le rétro 80 sauce police se tenait au-dessus d'elle. Putain, faut toujours des abrutis de susboule pour se croire malin en lisant des vieilles conneries dans des grimoires, plutôt que de simplement se branler dans la section lingerie de la Redoute comme tous les putains de types dégénérés du monde. Le type s'appelait Constantine. Il faisait le malin à s'y connaître, mais il semblait aussi paumé qu'un SDF ouzbek à Mayfair. Selon lui, un démon avait été invoqué, et s'était invité dans la tête et le corps du petit Joshua. À la demande d'aide, il répliqua d'un simple « Chacun sa merde, petit branleur », avant de néanmoins lui glisser un billet et de le presser de creuser le plus de kilomètres possible entre lui et Josh. Micah partit pour Londres où il zona un temps. Avec les maigres fruits de ses rapines, il parvint à survivre, mais il sentait dès qu'il restait trop longtemps quelque part, à peine quelques instants, que l'ombre revenait. Il continua ses recherches pour découvrir que les cercles qu'il avait vus avaient des liens avec des cercles américains de la pensée ésotérique, qui mélangeaient psychanalyse et occultisme. Se disant qu'un départ vers l'ouest et l'océan entre les deux permettrait de creuser la distance, Micah parvint à s'implanter dans un vol long courrier avec un peu de ruse et une action majeure. Les États-Unis sentaient le futur sous un nid de bouse. Pendant 2 ans, Michael, comme il s'était renommé, erra en quête d'indices. Comprenant sa nature, supposée au départ, il comprit par des voyages oniriques qu'il était la incarnation d'Isis. Dans ses rêves, il gratta peu à peu la réalité du monde. Utilisant à côté son talent pour la peinture pour se faire un nom, il parvint enfin à vivoter, jusqu'à découvrir une forme de paix. Il sentait combien l'appel de la magie et de la puissance et son manque se faisaient sentir. Néanmoins, s'il devait céder, l'ombre sentirait immédiatement sa puissance, et son paradis se transformerait vite en souricière. Après quelques années de recherche, il parvint à trouver l'origine des cercles. Arkham, l'asile de la ville de Gotham City, une décharge à ciel ouvert qui ressemblait presque à sa maison. Le souci, c'est que l'asile était fermé, et que pour parvenir à y rentrer, ce n'était pas trop le problème. Le souci, c'était de parvenir à sortir. Il fallait donc se diriger vers Gotham, la ville de tous les possibles, et de beaucoup trop d'horreur. Voilà pour les personnages joueurs. Ce que l'on peut remarquer maintenant, et avant de commencer la suite, c'est que, aussi bien j'ai voulu jouer sur le côté réaliste de Batman, que faire un univers qui collait avec l'ambiance de DC Comics, et ainsi y inclure des personnages qui ont une ouverture sur le monde de la magie. C'était une manière pour moi d'essayer de lier les univers qui sont tous existants au sein de l'univers DC Comics. L'heure est maintenant venue de présenter quelques personnalités du monde de Gotham, histoire que lorsque le résumé commencera, vous sachiez vraiment où est-ce que vous mettez les pieds. À l'heure actuelle, le maire, Sébastien Hardy, a fait de la lutte contre la corruption et le crime son programme, le même depuis 22 ans maintenant. Son programme se charge de construire un nouveau pénitencier, Blackgate, au sud de la ville, pour tenter de sortir les ordures de la ville. Manque de chance, cette situation a en réalité rendu la situation très tendue, notamment avec un taux d'évasion record.
Le commissaire à l'heure actuelle est Jeff Loeb, un arriviste politique qui envisage sa situation de la meilleure des manières, fréquentant abondamment la famille majeure de Gotham, les Falcon, dont on dit qu'ils seraient sans doute des mafieux, mais ceci n'est qu'un cliché. Le procureur général, Jill Colson, fait beaucoup d'efforts pour paraître efficace, ce qui démontre son incapacité totale à être efficace. Les familles mafieuses sont à l'heure actuelle en train de se partager le gâteau qu'est Gotham. La plus puissante, la famille Falcon, contrôle racket, jeux, blanchiment d'argent, trafic d'armes, contrebande, tout ce qui passe par Gotham, à un moment ou à un autre reçu l'aval de la famille Falcon. Les membres de cette famille sont tous dirigés par Carmine, dit le Romain, le parrain de tout Gotham, réputé intouchable. Le gang en lui-même compte plusieurs personnalités, particulières. La famille opposée aux Falcon, les Maroni, est dirigée par Salvatore Maroni. Ancien don de Falcon, il s'est illustré dans les banlieues et a choisi de se désolidariser du parrain pour prendre finalement sa place. Le vrai problème de Salvatore Maroni, c'est son fils, Vittorio. Le problème de Vittorio est que la protection de son père lui permet de laisser libre cours à sa brutalité et sa sociopathie. L'autre figure de la pègre locale est Salvatore Valestra. Ancien grand parrain, il a chuté au tournant des années 90. Il est toléré dans le milieu, mais plus comme une sorte de fossile qu'on garde de la vieille époque. Son héritier, Rupert Thorne, tient lieu de petit criminel face au grand parrain. Pourtant, il a l'une des façades les mieux construites et il devient très difficile d'enquêter sur lui. À l'heure actuelle, voilà la plupart des protagonistes desquels nous allons parler. Vous verrez, après cette première vidéo, une autre sortir très prochainement dans laquelle nous reviendrons sur tout ce qui s'est passé pendant la saison 1. Ceci afin que vous puissiez commencer les lives de la saison 2 en comprenant qui sont les personnages et quelles sont leurs relations les uns avec les autres. Bonjour, ici Vicky Vale pour le Gotham Herald. Je suis à l'heure actuelle devant une demeure des quartiers chics de Gotham, où un corps est en train d'être évacué et c'est fou de le dire, il semblerait que ce soit celui de Tony Marciano, le neveu du philanthrope, Carmine Falcon. Nul doute qu'une telle découverte le soir d'Halloween remplira d'effroi le cœur de certains. Espérons qu'une vague de violence ne se déclenche pas avec ça, les rues ayant eu leur compte. De toute façon, les autorités le disent, c'est sans doute un simple acte isolé, ce qui bien sûr ne peut que nous rassurer. C'était Vicky Vale, à vous.